Bonjour YouTube, comme je disais, il se passe des choses en ce moment et il faut qu'on en parle parce que on a dit la dernière fois, et du coup j'aurais tenu ma promesse mais pas de la manière dont je m'y attendais. On a dit la dernière fois qu'on parlerait des baromètres. Moi je voulais en parler parce que c'est des outils précieux en science. Mais on va en parler parce que c'est de la merde. On va pas trop changer nos habitudes. Alors, alors je dis ça, en vrai j'ai pas tout vérifié, hein. Ça se trouve il y en a... On va peut-être découvrir des choses incroyables. Mais, regardez de plus près, hein. Ça, c'est les gens qu'on va voir aujourd'hui. Alors on a qui? Ipsos, on connaît. Euh, alors ça, YouGov, on n'a jamais vu. Prix des carburants, on va pas en parler, hein, mais c'est là par contre. Observation politique, et là on va en parler. On en a déjà parlé le mois dernier. Donc pas trop longtemps non plus. De toute façon, à chier, on sait déjà. Hein. Baromètre. Le Figaro Magazine, Veriane. Figaro Magazine qui est devant la personne qui a fait le sondage quand même. Hein. Et alors moi, il y a un truc que je comprends pas, on en parlera aussi. Il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. Présentation paramètres des clusters 17. Cluster 17, on va en parler. Parce qu'on n'en a jamais parlé jusque-là. Alors que de ce que j'ai vu, peut-être il mérite pas des félicitations, c'est clair. Mais un prix de la bonne volonté, peut-être, quelque chose comme ça. RTL, on s'en fout. Et baromètre ambition, vague 4, IFOP, Le Figaro. On en a déjà parlé la semaine dernière. Mais justement, ça a été les premiers de cette lancée de merde. Ça n'a pas été les premiers, c'était Ipsos le 30 avril. Pourquoi Verian avait déjà fait un truc en mai? Bon, on va pas s'éterniser dessus non plus. Donc, IFOP avait sorti un truc, un baromètre politique, puis tout le monde l'a fait. Alors, ils n'ont pas copié l'IFOP, hein. L'IFOP a juste été plus rapide et on sait pourquoi, parce que leur méthodologie est rapide, ce qui leur vaut une baisse de qualité. Hein. La rapidité a un coût. Mais en tout cas, la semaine dernière, on a vu l'IFOP, et on va voir d'autres gens sur le même thème. Donc des instituts de sondage qui sont venus, ils ont posé la question, bonjour, est-ce que vous aimez bien cette personnalité politique? Question que n'avait pas posée IFOP, ils avaient posé une question détournée qui était, est-ce que vous aimeriez voir ce candidat à l'élection présidentielle? Voilà. Oh, ça arrive à un moment pas anodin, puisque les élections présidentielles sont dans un an, donc chaque groupement politique aimerait savoir les chances qu'ils ont. Le problème, c'est qu'il y a peut-être trop d'offres. Moi, de ce que j'ai vu, alors, je vais pas dénoncer parce qu'ils l'ont tous fait. Mais de ce que j'ai vu, tous les responsables politiques ont dit regardez, on est en avance dans les sondages et les autres, les gens les détestent. C'est vrai, puisque chaque sondage dit un truc différent. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont tous faux, ça veut surtout dire qu'ils posent pas les mêmes questions. Mais que, après, on est libre de mal les interpréter de la même manière. Et parce qu'ils nous y poussent, hein, et parce que les médias le font, mais il y a un problème avec les baromètres politiques. Donc c'est con, j'aurais bien aimé parler du fait que les baromètres, c'était un outil précieux avant de dire qu'ils sont mal utilisés aujourd'hui. Mais on va voir qu'ils sont mal utilisés aujourd'hui, et plus tard on verra en quoi c'est des outils précieux. On a déjà parlé plusieurs fois du baromètre du racisme qui a permis beaucoup d'avancées en méthodologie. Et bah voilà. Et bah là, il y a des baromètres qui ne serviront pas beaucoup à avancer sur des méthodologies, quoi que ce soit. J'aimerais commencer par Cluster 17, puisqu'on n'en a jamais parlé, et que, comme je disais, bonne volonté. Au moins.
Donc ça, c'est le site de la commission des sondages, hein. On va pas en reparler parce qu'on le voit à chaque fois. Quand un sondage parle des intentions de vote, ou en tout cas du système de vote français, pour le protéger et éviter que les gens disent tout et n'importe quoi, il y a la commission des sondages. Alors, au début, on voyait ça un petit peu comme un institut qui nous protège des fake news. Finalement, il s'est avéré qu'ils n'ont pas assez de moyens pour ça. Et qu'ils sont 3 aussi dans la commission. C'est pour ça qu'ils vérifient pas tout. Oserais-je dire pas grand-chose de toute la merde qui sort. Mais bon. Ça d'une part, et ils vérifient s'ils sont dans les normes légales. Qui sont discutables. Selon moi, largement insuffisantes. Mais ça m'a permis de sortir ça. C'est pas celui-là, c'est... Bon, tu sais quoi, on va le reprendre. Hop. Je voulais parler de Cluster 17, qui est là. Baromètre des personnalités politiques. Donc, comme je disais, grande mode en ce moment, tout le monde se met à en faire. C'est pas nouveau, mais ça fait chier. Voilà. Ce serait bien qu'il y ait quelques personnes qui en fassent et qu'ils le fassent bien, à la limite. Si on croit en la règle de s'il y a de la concurrence, la qualité va être tirée vers le haut. Après, si on veut être réaliste, ce serait bien qu'il n'y en ait qu'un, mais qu'il soit très bien fait. Je ne crois pas en la concurrence. Puisque là, en l'occurrence, on va le voir, ça les pousse à poser des questions de manière détournée pour chacun avoir une valeur ajoutée dans leur sondage, et même à le sortir le plus vite possible pour être les premiers. Donc, Cluster 17, chose importante à noter. Première chose, il y en a beaucoup. Parce que nous, on a l'habitude maintenant de cet amas difforme composé de l'IFOP, Ipsos, Odoxa et Lab CSA qui sont... et Lab CSA vraiment en dessous des autres, mais qui ont tous à peu près la même méthodologie nulle. Où c'est poser des questions de 2 jours en semaine et leur président c'est des lobbyistes. Bon, voilà. Ça fait chier. Cluster 17, première chose, leur président n'est pas un lobbyiste. Peut-être pouvoir le retrouver. Cluster 17, leur président c'est Jean-Yves Dormagen, qui est... Alors, pas... Il est en sciences politiques. Moi, j'aimerais un jour que, c'est vrai, quelqu'un soit peut-être en sociologie. Idéalement, en sociologie, sinon... Pour moi, les sondages, c'est vraiment un outil qui vient de là, donc... Bon, mais c'est un outil qui est surtout utilisé par la science politique. Donc on va dire qu'ils ont l'usage, et du coup, ça devrait être mieux. Ce qui est le cas. Première ligne, on prend ligne par ligne. Oh, peut-être un peu énervé quand même, cette musique, non ? Si on prend ligne par ligne, on a, premièrement, plus de 1000 personnes. Alors, ça sert à rien. Voilà. C'est bonne volonté, hein. C'est plus joli. En termes de résultats, ça ne sert à rien, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils mettent en dessous, hein, parce qu'ils y sont obligés. Plus on a de gens, plus la marge d'erreur est faible. Au-delà de 1000 personnes, ça change pas grand-chose. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que ils ont fait le maximum. Alors, est-ce qu'ils ont pris tous les répondants, du coup, en excluant personne dans l'intervalle où ils ont interrogé ? Peut-être. Mais en tout cas, ils ont pas fait des redressements bizarres comme l'IFOP qu'on a vu la dernière fois, qui avait pile 1000 personnes, donc ils ont exclu des gens, c'est bizarre. Là, 2420, au moins il y a beaucoup de gens. Et s'il leur manque des répondants, ils peuvent en exclure certains assez facilement. Pour être représentatif. Donc j'arrête pas de dire que la méthode du redressement,
disent explicites clairement, hein, ils font un redressement. Redressement socio-démographique d'abord, hein, moi c'est ce qui m'intéresse, redressement politique aussi. Le redressement socio-démographique, il est plus crédible quand on a plus de 1000 personnes. Parce que du coup, on va diminuer la force de certaines réponses, mais notre échantillon restera représentatif parce qu'on en a beaucoup. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a un redressement, mais il y a beaucoup de gens. La méthode des quotas, la même que tout le monde, hein, le minimum. Redressement, donner une C en même temps, je peux pas en faire autrement. Redressement politique sur premier tour de l'élection présidentielle et élection européenne. Pareil, hein, tu peux pas faire autrement. Alors, les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne, ça devient la norme, mais ça veut pas dire que c'est bien. Interview réalisée du 23 au 24 avril 2026, oui. Oui, je vous entends. C'est aussi 2 jours. Mais, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, à chier comme les autres. Non 23 au 24 avril, fin de semaine. Bon. Toujours pas un week-end. Mais on n'est pas mardi, mercredi, comme les autres. On n'est pas milieu de semaine où les gens n'ont pas envie de répondre. S'ils ont laissé la fenêtre du vendredi soir, on n'aura pas les mêmes populations. Donc, est-ce qu'on va encore surreprésenter l'extrême droite? Moins sûr. D'autant que Cluster 17, bon, là je suis sur la fiche technique donc ils vont pas le dire, mais utilise une méthodologie un peu différente. Leur nom vient du fait qu'ils ont différents clusters. Alors, je ne serais pas d'accord avec eux. Différents clusters dont ils disent être homogènes. Ouais, c'est un peu... pour un sociologue de la culture, c'est impossible, mais voilà. En tout cas, ils ont différents clusters, donc ils découpent les populations de manière différente. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en interne, parce que ils ont ça, mais en fait, ils découpent la population comme tout le monde en catégories socio-professionnelles, parce que c'est comme ça qu'on applique la méthode des quotas. Donc, j'aurais tendance à dire que les clusters, c'est une preuve du fait qu'ils ont étudié leur population, et en même temps, ça veut dire qu'ils... Cette musique me perturbe. Qui double découpe la population. Une première fois en fonction des CSP, une seconde fois en fonction des clusters, ou alors 2 fois en même temps. C'est pas clair. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils ont étudié leur population et qu'ils savent à peu près ce qu'ils font. Après, puisque c'est les seuls, c'est un peu le problème. Puisque c'est les seuls à appliquer cette méthodologie, quand ils nous disent que les multiculturalistes représentent 7% de la population française, on leur fait confiance. Voilà. Et c'est au choix de chacun. Parce que le recensement, c'est le plus gros volume d'enquête qu'on puisse avoir. Il n'est pas... Voilà, il est pas... on n'interroge pas tout le monde à chaque fois, mais quasiment. En tout cas, on a une représentation de chaque population par aire géographique. Donc, il y a une part de confiance qu'on accorde dans les données du recensement, mais même sans notre confiance, il est quand même très très solide. C'est probable que Cluster 17 n'ait pas le volume du recensement. Donc quand ils disent que leur catégorie représente 7% de la population, c'est certainement pas à partir d'un échantillon de millions de personnes, quoi. Et certainement pas à partir d'une méthodologie construite en 40 ans. Et probablement pas en partir de sociologie, donc j'avoue que j'ai mes biais aussi. Parce que je connais moins la science politique.
Mais, en tout cas, c'est ceux... Voilà, bonne volonté. C'est ceux qui font le plus de choses pour démontrer qu'ils s'y connaissent. Donc, bon point sur ça, bon point sur beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on leur laisse passer le redressement socio-démographique. Bon, alors... moi, je ne comprends pas pourquoi ils font pas les questionnaires le week-end. Mais bon, voilà. Alors, le seul problème que j'ai avec Cluster 17, c'est que j'ai beau avoir cherché, je ne sais pas s'ils rémunèrent les gens. Probablement pas. Et en même temps, je sais pas comment ils auraient eu 2420 personnes. Est-ce qu'ils ont des panels, des listes par mail? Parce que savoir comment on contacte les gens et pourquoi les gens répondent, ça change beaucoup de choses quand même. Et pourtant, là même dans leur fiche technique, ils l'ont pas dit. Donc ça me pose problème. Voilà. Au moins, au Doxa, IFOP, ils notent que oui, il y a une petite rémunération, enfin une compensation en tout cas. La notice de cette enquête est consultable sur le site de la commission des sondages. Alors, pareil que le Cluster 17 est très scolaire. Oui, la notice de cette enquête est consultable sur le site de la commission des sondages. Si elle n'était pas, tu serais dans l'illégalité. Oui. Et là, c'est pareil. Qu'une reprise de ce sondage ne peut être faite sans la précision d'une mention relative aux marges d'erreur. C'est vrai, légalement. En cas de reprise de ce sondage, merci de mentionner le nom. Non. Pareil, de la même manière, ça peut pas être fait sans mentionner le nom. Légalement, il faut mettre la source. Marge d'erreur. Donc voilà, on voit qu'il y a 2,5 fois plus de... Enfin, l'échantillon est 2,5 fois plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'il est à 2400 au lieu de 1000. Mais la marge d'erreur est pas si différente. On reste autour des 2 points, quoi. Donc, concernant les personnalités politiques suivantes, pouvez-vous nous dire pour chacune d'entre elles si vous les soutenez, si vous l'appréciez, si vous ne l'appréciez pas, si vous ne la connaissez pas ou n'avez pas d'avis sur elle? Parmi tous ces gens. Alors, on avait vu l'IFOP, je crois, la dernière fois, qui nous avait précisé que ils appliquaient une randomisation de la liste. Là, on ne sait pas s'il y en a une. Moi, j'aurais tendance à dire que s'ils font l'effort de faire une randomisation, ils le notent parce qu'ils en sont fiers. S'il n'y en a pas eu, ça veut dire qu'ils mettent l'extrême droite en premier. Non, Dominique de Villepin n'est pas l'extrême droite. Ce qui est un choix discutable, comme tous les choix, hein, mais étonnant aussi. Il y a Eric Zemmour qui est là, Jean-Luc Mélenchon qui est là. Alors, est-ce qu'ils ont... Enfin, ça me paraît étonnant qu'ils aient randomisé avant. Alors après, je ne vais pas m'amuser, vous pouvez le faire chez vous, à compter le nombre de personnes pour voir s'ils représentent de manière équitable tous les camps. Est-ce qu'il y a autant de gens d'extrême droite que de gens d'extrême gauche? Ce serait très étonnant. Que de gens de gauche, que de gens de droite. Bon. En fonction de leur appartenance déclarée, hein, pas de nos avis personnels. Et bah... À première vue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'extrême gauche. Mais que les 3 premiers sont d'extrême droite. On en a encore là. Alors, Wauquiez, on peut se poser la question. Hein. Questionnaire. Sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous l'action du président de la République Emmanuel Macron? Alors, c'est là qu'on dit que on n'est pas d'accord en sciences politiques par rapport aux enquêtes en sociologie. On évite les barèmes de 0 à 10. Vous l'aurez remarqué, peut-être,
que dans certaines enquêtes, alors il y a deux maisons, soit l'échelle comme ça, soit une affirmation, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ne se prononce pas, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Ou équivalent. J'approuve totalement, j'approuve plutôt, je n'approuve pas du tout. Moi, je suis plutôt partisan de ça parce que j'ai été éduqué à faire ça. Et parce que je trouve que ça permet plus d'identification qu'un numéro. Voilà. Et que dans notre tête, on classe pas les gens. En fait, en sociologie, en tout cas, on ne pose pas de questions que les gens ne se sont pas posées. Les gens ne se sont pas posé la question de sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que je mets Emmanuel Macron? Par contre, ils se sont posés s'ils sont d'accord avec lui ou pas. Pas forcément, mais il y a plus de chances qu'ils se posaient ça que le classement sur une échelle. Donc ça permet d'avoir une réaction plus à chaud et donc plus spontanée, plus véridique. Là, il y aura une réaction plus à froid. Parce que la personne va réfléchir avant de répondre. Réfléchir plus, en tout cas. Donc on peut pas l'enquêter de la même manière d'une part, et on peut pas l'analyser non plus de la même manière. Mais par contre, c'est certainement ça la valeur ajoutée de Cluster 17, parce qu'on a vu personne d'autre le faire, c'est qu'ils ont un résultat sur 10. Alors, je vais passer dessus parce que j'ai déjà vérifié. Le redressement sociologique, qui est donc un redressement socio-démographique. Mais je suis bien d'accord avec eux, le redressement est sociologique. Mais c'est socio-démographique, le bon mot. Donc, comme la dernière fois, est-ce qu'il y a des écarts de plus de 5 points, enfin de 5 points ou plus? A priori, non. Et même, le plus haut sont dans les catégories de population les plus grandes. Donc, en fait, tous les écarts de redressement s'expliquent. Donc moi, je suis satisfait avec ce redressement d'après ce tableau. C'est pas comment ils ont fait en interne. Mais le fait qu'il y ait plus de vieux qui répondent, ça s'explique par le fait... Alors, ça va biaiser un peu, mais là, on est à 3 points, ça va. Ça s'explique par le fait que c'était un jeudi-vendredi. Donc les actifs ont plus de mal. Bon, là, j'ai surligné que les vieux. Mais voilà, ça se revoit dans les retraités. C'est étonnant qu'ils aient eu moins d'inactifs. Normalement, voilà. Normalement, ils devraient avoir moins d'employés aussi. Je sais pas exactement comment ils ont fonctionné. Bon, voilà, moins d'ouvriers, ça c'est sûr. Et brut, ils ont eu moins de petites communes et plus de grandes communes. Ah, c'est normal. Donc petit redressement. Redressement politique plus délicat. Mais ils le font avec le premier tour de la présidentielle et les élections européennes. Ouais, ils ont beaucoup de répondants France Insoumise. Alors oui, il y a aussi autre chose, je ne sais pas comment ils ont interrogé leur panel, donc leur échantillon, comment ils ont interrogé leurs 2420 personnes. Par contre, j'ai vu que la France Insoumise communiquait sur les sondages de Cluster 17. Donc c'est possible qu'il y ait beaucoup de répondants France Insoumise et que ça biaise un peu. Bon, normalement, le redressement est là pour ça, mais bon. Rassemblement national, voilà. Là, ils ont moins. Ils en avaient pas assez. Alors que leur méthodologie suppose qu'ils devraient en avoir trop. Donc je pense que la différence par rapport aux autres vient de la communication.
Et puisqu'ils me disent pas comment ils ont été interroger des gens, bah je peux pas en dire beaucoup plus. Cluster 17. Concernant les personnalités politiques suivantes, donc on arrive dans les questions qu'ils ont posées. Moins chiant. Pouvez-vous nous dire si vous, pour chacune d'entre elles, vous la soutenez, l'appréciez, ne l'appréciez pas, la connaissez pas. Donc, on peut voir que Jordan Bardella a 27% de répondants qui ont dit vous la soutenez. Et que donc redresser, ça donne 26,4. Ce qui est étonnant aussi, puisqu'ils ont gonflé les résultats de l'extrême droite parce qu'ils en avaient pas assez. Et pourtant, Bardella descend. Donc ils n'ont pas gonflé que l'extrême droite, mais surtout. Est-ce que ça veut dire que dans son camp, les gens ne le soutiennent pas? Ce serait étonnant. Bon, par contre, il y a le même problème, hein. Quand on interroge en semaine et qu'on voit la structure de leur échantillon, bah ouais, ça surreprésente toujours l'extrême droite. Non. Peu de chances que l'extrême droite fasse 26%. De toute façon, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous la soutenez? Apparemment, il y a 26% des répondants, donc des 2400 qui le soutiennent. Mais la moitié qui ne l'apprécie pas. Donc il y a quand même un rejet. Où est-ce que le rejet est le plus fort? Éric Ciotti. Oui. François Ruffin. Non. Gabriel Attal. Mais le plus haut, c'est 62 pour Éric Zemmour. Et 62 pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, voilà. Il y a un rejet. Jean-Luc Mélenchon qui a 13% de soutien aussi. Par contre, là, on voit... C'est pas mal d'avoir fait cette colonne, la dernière colonne, qui expose un petit peu l'exposition médiatique, justement. Parce que si on n'a pas d'avis ou qu'on la connaît pas, c'est qu'elle n'a pas été invitée partout, par exemple. Comme qui s'en branle de François Ruffin. C'est que c'est transparent quand même. Hein. C'est une vraie question à se poser. François-Xavier Bellamy. Donc je sais même pas ce qu'il fait. Alors que Jordan Bardella, oui, tout le monde en parle. Ça c'est pas mal pour savoir à quel point les personnalités politiques financent leur exposition, quoi. Par contre, Jean-Luc Mélenchon a l'air bas, non? 15% de gens qui s'en foutent. Ah oui, peut-être qu'ils n'ont pas d'avis, parce qu'il est clivant, mais... Moi, j'ai pas regardé, je m'en fous. Sans la personnalité de machin, ouais, soutenez. C'est la suite. Ah, est-ce qu'il y a un plus grand rejet? Oui, il y a 70%. Donc Jean-Luc Mélenchon n'est pas plus haut. Au-dessus, il y a Éric Zemmour. Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau, c'est un sport national, la boulie. Emmanuel Macron à 70%. Les gens détestent Emmanuel Macron. Mais surtout, les gens détestent François Bayrou. Oui. Bon. Ça forcément, mais c'est plus vraiment une personnalité politique. C'est plus une merde humaine. Pardon. Par contre, Laurent Wauquiez, oui. C'est une merde humaine. Laurent Wauquiez... Est-ce que je vais dans ce sujet-là? Laurent Wauquiez est la figure du libéralisme contre laquelle j'ai envie de me battre. Laurent Wauquiez est une des raisons pourquoi je me suis politisé. À une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous l'action du président de la République Emmanuel Macron? Eh bah pas top. Sur une moyenne de 10. Non, note moyenne sur 10. Non, chut. Et sur une note moyenne sur 10, 2. Ce qui lui fait donc 4,5 sur 20. Pas ouf. Sur une échelle de 0 à 10, comment
Sébastien Lecornu s'en sort. 3. 6 sur 20. Pas ouf. Mais en même temps, c'est ça le problème avec les échelles de 0 à 10. On peut en conclure que 2,2 c'est pas ouf, mais c'est tout. C'est pas vraiment pourquoi les gens ont mis 2,2. Le sondage ne va pas plus loin. Et là, il y a les 7 engagements de Cluster 17 qui n'ont pas 17 engagements. Ce serait un peu long. Et en même temps, pour le coup, c'est un peu triste. Mais je fais pas confiance aux engagements comme ça. Pour moi, ça c'est une page genre pour les garanties, tu vois. Les assurances. On essaye de faire tout ça, d'accord, mais est-ce que vous y arrivez? Ça, on peut le savoir que si vous êtes transparent. Et pour le coup, Cluster 17, en apparence en tout cas, pour l'instant, je dirais que c'est le meilleur qu'on a vu. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils essayent de comprendre leur population et qu'ils font de leur mieux. Mais si j'avais un conseil, peut-être mettre leur méthodologie. Ça, c'est leur site. Alors, très épuré, hein, mais voilà. C'est leur site. Et également, parce que j'en ai pas parlé, ils l'ont pas mis dans la notice de la commission des sondages. Est-ce qu'ils l'ont mis là? Oui. Voilà, le commanditaire, c'était le point depuis le début. Donc libéral. Avec qui il travaille souvent, comme Marianne également. Donc premier conseil, Cluster 17, mettez votre méthodologie dans votre site, quelque part facile à trouver. Et également, choisissez de meilleurs commanditaires. Mais sinon, médaille de l'effort. Donc ça, c'est leur communication presse. Attends, je suis foiré, c'est pas le bon? Mars. Moi j'ai mai. Non, j'ai avril. Quoi? 6 mai. Ils ont envoyé la notice à la commission des sondages le 6 mai pour un truc sorti en avril. Ok. Et sur leur site, c'est celui de mars. Quoi? Cluster 17. Nos sondages. Avril 2026. C'est ça que je veux en fait. Voilà, avril 2026. Donc échantillon, on a bien les 2420 personnes. Parce que j'allais dire pourquoi il y a 200 personnes qui sont apparues. Non, il n'y a pas 200 personnes qui sont apparues. Bon, 23 ou 24 avril, hein, je désapprouve. Oui, Sarah Knafo monte. Super. Donc voilà. Bienvenue dans la liste des sondeurs qu'on a vus. Bienvenue Cluster 17. Et bravo. Mais c'est pas tout. La question d'aujourd'hui était pourquoi une chier de baromètre politique? J'ai spoilé au début, hein, mais l'hypothèse reste la même. Parce que c'est la mode. Non, parce que les élections arrivent dans un an. Sauf que oui, comme j'ai dit, je dirais pas quelle personnalité politique se sert des sondages comme ça. Toutes, en fait. Toutes les personnalités politiques se servent des sondages. Mais le problème d'avoir une trop grande offre, c'est que tout le monde arrive à trouver un sondage qui le place devant. Parce que tous les sondages posent les questions différemment pour avoir leur valeur ajoutée et trouver des commanditaires. Et ce qui fait qu'en fonction de la question posée, enfin comment on pose la question, on arrive toujours à avoir un candidat différent en tête. Et ça me fait chier. Ça fait que l'extrême droite est toujours surreprésentée à cause de la norme méthodologique qu'on a en ce moment, qui les met toujours sur le devant de la scène,
pour des raisons que j'explique à chaque fois, mais voilà. On me pose des questions en semaine, donc on a certaines catégories de population. Et donc l'extrême droite, ça va, elle peut prendre un peu dans n'importe quel sondage et dire qu'elle va gagner. En sociologie, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire à force de le répéter, bah, les gens vont se dire oui, bon, ça sert à rien que j'aille voter, de toute façon l'extrême droite passera au premier tour. Donc voilà. Bah, finalement, c'était peut-être pas vrai à la base, mais à force de le répéter, l'extrême droite va vraiment arriver au premier tour. Arriver au second tour. D'une part. Mais d'autre part, quand on a trop de gens, eh ben on peut dire oui, vous me chiez à la gueule, mais mon candidat, et ben même qu'il arrive devant le vôtre, quand on pose la question de est-ce que vous aimeriez voir ce candidat au second tour? D'accord, mais quand on pose la question de est-ce que vous voteriez pour ce candidat, et ben c'est mon candidat qui est devant. D'accord, mais quand on pose la question de quel candidat vous préférez, ben c'est mon candidat qui est devant. Fait chier. Alors que la question qui se pose, c'est pour qui vous allez voter. Et encore, même cette question, c'est bien, mais la question qui se pose, c'est va voter et on verra après. En fait, il n'y a pas de question qui se pose. Chacun se présente, et après il y a une élection, et après l'élection, et ben elle est exhaustive de tous les gens qui ont eu envie d'aller voter, et qui ont le droit. Et voilà. Il n'y a pas mieux qu'une élection en termes de sondage. Donc, aujourd'hui on parle de choses qui ne servent à rien, mais qu'on voit tellement que finalement, bah, par ce biais de la prophétie autoréalisatrice, finalement ça sert à quelque chose. Par contre, j'aimerais que ça disparaisse. Le Figaro Magazine, vous saviez qu'ils faisaient des sondages? Moi non. Et en même temps, c'est assez récent. Ils sont à la vague 2 en mai, donc ils en ont fait un le mois dernier qui est passé. Et là, avec Verian, il récidive. Et vu qu'on l'avait pas vu le mois dernier, eh ben voyons-le maintenant. Alors, publication le 7 mai, levée d'embargo le 6 mai. Ok. On n'a pas besoin de le savoir. Enfin, levée d'embargo, on n'a pas besoin de le savoir. Échantillon, 1000 personnes. Méthode des quotas, sexe, âge, profession. De référence, c'est région. Non. Catégorie d'agglomération, pas région. Ils ont pas fait par catégorie d'agglomération? Attendez. Oh, une interview réalisée sur plusieurs jours. 24 au 27, est-ce qu'ils ont un week-end? Oui, du vendredi au lundi. Attention. Verian monte dans mon estime. Par contre, ils ont pas catégorie d'agglomération. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, normalement... Ah mais attends, je l'ai dans le truc que je viens de fermer. Mais bah, du coup, je l'ai plus. Si, c'est bon, il est là. Voilà, taille de commune. Et ça, les catégories d'agglomération. Donc, sur ce sondage-là de Verian, ils ont les régions. Je vais me zoomer encore plus. Ils ont les régions. Donc c'est bien, parce qu'on va pas demander qu'à Paris non plus. Par contre, ils n'ont pas les tailles de communes. En sachant que bah, si on n'a pas ça, c'est con. Parce que là, on a beaucoup d'extrêmes court, beaucoup d'extrême droite surtout. Et là, on a beaucoup de gauche. Donc ça compte pour beaucoup dans l'intention de vote, la catégorie d'agglomération. Et là, ils prennent que la région. Ça compte aussi. Dans le centre, il y a beaucoup de petites agglomérations. Donc ça vote pas mal à l'extrême droite.
Les panélistes ayant complété le questionnaire obtiennent des points cumulables pour une valeur inférieure à 1 euro. Et ben, je suis très content du fait qu'ils aient été transparents sur cette chose-là. Les interviews ont été réalisées en ligne sur Panel. Auto-administré. Donc c'est pas des interviews. C'est une passation. Ah bon, c'est pas grave, mais c'est pas le bon terme. Une interview, ça implique qu'il y a une entrevue. Puisque le mot vient de là. Il n'y a pas d'entrevue là. C'est donc un questionnaire quantitatif auto-administré. Donc, un mail, vraisemblablement. Une notif. Un Google Form. Interview réalisée du 24 au 27. Et là, merci de faire le strict minimum. Ouais, moi, je veux toujours plus. Moi, je veux que ce soit un mois écrit ici. Interview réalisée du 24 au 24. Et là, je serais heureux. Au moins, c'est un week-end. Donc on surreprésente moins. Alors, mais c'est con, par contre. Ça m'énerve un peu. Là, ça surreprésente moins l'extrême droite que d'habitude. Mais là, vu qu'il n'y a pas catégorie d'agglomération, ça le surreprésente plus que d'habitude. Ah, pas forcément. Mais ça peut le surreprésenter plus. Et vu que le commanditaire, c'est le Figaro, je pense qu'il y aura beaucoup d'extrême droite quand même. Les évolutions dans le rapport correspondant à la comparaison avec la vague 1 dont le terrain... Ah non, correspondent à la comparaison avec la vague 1 dont le terrain a eu lieu du 29 au 31 mars. Non, 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 vous étiez pas parti. 29-31, c'est pas les mêmes jours. Non, c'est pas la même population du coup. Ah, je suis trop deg. C'était si bien parti. Bon, on va ignorer la comparaison. Parce que certes, le 29 mars est un dimanche. Mais là, c'est du 24 au 27 avril. 24 au 27, ça veut dire 1, 2, 3, 4 jours, dont 2 jours de week-end. Alors qu'en mars, 29, 30, 31, c'est 3 jours, dont un seul jour de week-end. Donc ça ne fonctionne pas. Ça me laisse penser d'ailleurs, est-ce que c'était ouvert le week-end? Ou est-ce que c'est 2 jours ouvrés les deux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas les mêmes jours, donc ce sera pas les mêmes populations. Donc j'aime pas les précisions techniques sur les marges d'erreur. Vous êtes obligé de le faire, faites pas genre. Ah, il faut une vraie précision. Les résultats de cette étude sont soumis aux marges d'erreur, comme toute enquête quantitative réalisée par sondage. Marge d'erreur donnée dans les sondages se base sur l'hypothèse d'un échantillon aléatoire. Oui. Enfin... Oui, bon. Si les marges d'erreur réelles dans les sondages dont l'échantillon est construit selon la méthode des quotas ne sont pas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu'elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire. Oui, ok, voilà. C'est pas aléatoire. C'est des quotas. Mais il le précise. Par contre, vous n'avez pas les bons quotas. Hein. Vous n'avez pas comme une catégorie de communes. D'agglomération, pardon. La marge d'erreur dépend de la taille de la population ainsi que de la proportion à laquelle on l'applique. Oui. Pour cette étude sur 1000 individus, une répartition de 50-50 a une précision de... Alors, non. Autrement dit, il y a 95% de chance... Une répartition de 50-50 a une précision de plus ou moins 3%. Non. Autrement dit, il y a 95% de chances que la proportion réelle dans l'ensemble de la population soit comprise entre... Non. 50 moins 3,1% et 50 plus 3,1%. La proportion la plus probable étant 50%. Non. Non. C'est pas vrai ça. Alors,
détail technique. Mais en fait, ça peut tromper les gens parce que 50 moins 3,1%, ça fait 50 moins 3,1% de 50. Ce qui fait 1,6. Donc ça ferait 50 moins 1,6 qui fait 48,4. J'ai pas perdu calcul mental. Sauf que c'est pas 48,4, c'est 50 moins 3,1 direct. C'est des points de pourcentage, c'est pas des pourcentages. Voilà. Donc ça fait 46,9. Et 50 plus machin, donc 53,1 du coup. La proportion la plus probable étant de 50%, non. Ah. Oui, parce que t'as 50% de chance qu'elle soit au-dessus, 50% de chance qu'elle soit en dessous. Mais c'est pas comme ça que fonctionne la probabilité. Tu as autant de chances de tomber sur 50% que de chances de tomber sur 53. C'est un tirage aléatoire. Et c'est pas plus probable d'être 50. Donc je sais pas si c'est... Enfin... Mais c'est une erreur commune, juste. Mais rien n'est vrai dans cette phrase. En plus, ils le mettent en dessous. C'est bien 53,1 et 46,9. Donc c'est une erreur de formulation ici. C'est plus ou moins 3,1 points de pourcentage, pas pourcentage directement. Par contre, ça c'est juste pas vrai. Hein. Proportion la plus probable étant 50%, non. Autant de probabilité. Pour un échantillon de 1000 individus à 95% de confiance, les intervalles de confiance dans les proportions observées sont ça. Ce qui est vrai si il n'y a pas de redressement et a priori, il n'y a pas eu de redressement. Donc on serait dans ces marges-là. Alors, du coup, voilà. Il y a plus ou moins 3 points de différence. La stature présidentielle de candidat potentiel à la prochaine élection présidentielle. C'est une belle allitération par contre. C'est bien proportionné. La stature présidentielle, candidat potentiel, à la prochaine présidentielle. Bravo. Vous avez mal compris les marges d'erreur. Par contre, vous êtes fort en poésie. Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que oui... Bah... Ça, tu le mets en dessous, tu le mets pas là. Jean-Luc Mélenchon. Il, elle... Alors pareil, on sait pas, est-ce que ça a été randomisé ou pas? J'aimerais bien savoir. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon était toujours le premier résultat? Est-ce que c'est pas par ordre alphabétique? Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas les compétences pour être un bon président, apparemment. Il y a peu de oui, en tout cas. C'est le plus bas, d'ailleurs. Alors que l'enquête s'est tenue un week-end. Mais que l'enquête a été commanditée par le Figaro. J'avoue. Raphaël Glucksmann. Ah, non, mais par contre... Ouais, bon, la question c'est est-ce qu'il a les bonnes compétences pour être un bon président? Et c'est ce que je disais, enfin, personne pose la même question. Donc même moi, j'ai été induit en erreur, là. J'ai été enduit d'erreur. Je me dis comment Jean-Luc Mélenchon peut être devant Glucksmann, mais avec cette question-là, oui, c'est possible. Bon. Il représente bien la France et les Français. Oui, mais la question, c'est pas est-ce que vous allez voter pour lui, du coup. Moi, à cette question, il ou elle représente bien la France et les Français, j'aurais mis non à tout le monde. Mais je vais certainement voter pour quelqu'un quand même. Il ou elle a une vision claire pour l'avenir de la France. Pareil, Jean-Luc Mélenchon est derrière. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon il serait derrière en tout?
que, ok, il y a quand même un rejet, mais rejet d'autant plus grand à l'extrême droite. Ah oui, bah ouais, enfonce le clou, vas-y. Salut Skeller. Ça va? On parle des baromètres politiques aujourd'hui. On en a parlé, mais on a bientôt fini. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai découvert deux instituts de sondage différents. Là, on est sur Verian, qu'on n'a jamais vu, et tout à l'heure, on était sur Cluster 17. Qui ont les mêmes problèmes, mais pour des raisons différentes. Hein. Et oui, comme je disais, dans les médias en ce moment, tout le monde se met à faire des baromètres politiques. Et ça fait chier. Parce que là, on est au deuxième qu'on regarde, hein, mais voilà. Et on voit déjà que le premier... Oui, c'est celui-là. Le premier, c'était comment jugez-vous l'action des candidats. Et celui-là, c'est est-ce qu'il a les compétences pour être un bon président? Est-ce qu'il représente bien la France et les Français? Est-ce qu'il a une vision claire pour l'avenir de la France? Et en fait, chaque sondage, chaque sondeur pose des questions différentes. Alors que la question qui nous intéresse, c'est pour qui vous allez voter. Et comme ça, chaque responsable politique peut tirer le sondage qui le met en avant. Parce que oui, sur la question de la compétence, la représentation et du cap clair, c'est sûr que la gauche sera un peu derrière. C'est plutôt des choses que met en avant l'extrême droite. Et attends, on vérifie. Oui, l'extrême droite est bien devant. Jordan Bardella, Marine Le Pen, nettement devant sur ces thématiques-là. Forcément. Oui, ils sont malins. Bon, c'est pas un sondage qui a été commandité par Jordan Bardella et Marine Le Pen, mais ça a été commandité par le Figaro Magazine. J'aurais tendance à dire que c'est un peu pareil, mais bon. Et donc, la gauche a chié et l'extrême droite super. Et bah Verian, j'avais des espoirs au début. Mais attends, pourquoi il y a ça maintenant? Taille d'unité urbaine. Ils l'ont noté, mais ils n'ont pas fait de quota avec. Et ils ont mis agglomération parisienne dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Et pourquoi c'est 2000 à 20 000? C'est pas ça les tailles d'unité urbaine. Pourquoi? Je comprends pas, premier degré. Alors, normalement ce tableau c'est pour dire que notre sondage est représentatif. Parce que si on le compare... Voilà, c'est un mauvais exemple parce que c'est l'exemple de Raphaël Glucksmann, mais ça revient au même. Si on le compare à la France dans sa généralité, on aura à peu près les mêmes choses. Par rapport au vote du premier tour de l'élection présidentielle et des catégories sociodémographiques qu'on met. Dont la taille d'unité urbaine. Pour ce faire, on le compare au recensement, qui est plus exhaustif, donc on a une meilleure vision de la France, sauf que dans le recensement, on pose pas la question comme ça. Je cache. On pose pas la question comme ça, on ne demande pas est-ce que vous êtes rural? Ça n'existe pas. La première catégorie, c'est moins de 1000 habitants. À quoi sert cette catégorie? On sait même pas si ce sera représentatif. Elle ne sert à rien, probablement. Ou peut-être qu'elle sert à faire genre. Ça, c'est possible. Comme je disais au début, hein, la taille d'unité urbaine, c'est ce qui décide le plus du vote à l'extrême droite.
Donc là, ils sont libres de surreprésenter la ruralité et les petites agglomérations qui sont ceux qui votent le plus à l'extrême droite. Moi, j'ai eu l'œil, moi. La commission des sondages, peut-être pas. Là, il est bien marqué région, mais pas catégorie d'agglomération. Donc d'après Veriane, l'extrême droite gagne. Qui est-ce qu'on a d'autre? Ipsos. Alors Ipsos, c'est plus leur tradition de faire des baromètres politiques. Ils en font pour d'autres choses. Date de réalisation des interviews du 5 au 6 mai, on a espoir. 5 au 6 mai, évidemment, mardi, mercredi, on change pas. On est de nouveau déçus. Donc en semaine, pareil, on surreprésente certains actifs par rapport à d'autres. Et la méthode des quotas ne permet pas de contrebalancer ce biais. Donc, est-ce que l'extrême droite va être devant? Principale préoccupation des Français, les difficultés en termes de pouvoir d'achat, ça j'y crois. Peu importe le sondage, ce sera toujours ça. L'avenir des retraites, le niveau de dette et le déficit. Ah ouais? C'est ça la première préoccupation des Français. Enfin, la troisième, c'est le niveau de la dette de la France. Niveau de délinquance, niveau de l'immigration. Voilà, bon, l'extrême droite est devant. Moi, chaque matin, je me lève et je me dis quand même, la dette. Non? Bon, système de santé et de retraite, oui, parce qu'on en parle en ce moment, donc c'est pas étonnant. La Tribune, je sais pas ce que c'est son orientation politique. C'est le commanditaire, là. Protection de l'environnement, on en entend aussi beaucoup parler, hein, ça devrait être plus haut. Oui, c'est ça. On interroge uniquement des personnes votant à l'extrême droite, mais c'est... Ils font tous l'erreur. En fait, on peut pas tant en vouloir aux instituts de sondage parce que c'est devenu la norme. Mais quand être à chier, c'est la norme, peut-être il faut remettre en question plus de choses. Et encore, dans le sondage juste avant, ils ont interrogé pendant un week-end. Bon, par contre, ils ont foiré sur d'autres trucs, donc ils ont quand même surreprésenté l'extrême droite. C'est con quand même. Hein. Il y avait une époque où c'était l'inverse en plus. Ah non, même pas. Il y a eu une époque... Tiens, un petit cours d'histoire. Il y a eu une époque, parce que là je râle sur le fait que tous les instituts de sondage posent les questions différemment et du coup ça donne à boire et à manger pour tous les responsables politiques qui servent dans ce qu'ils veulent. Vous pouvez comprendre, c'est compliqué quand même. Oui, bah je suis bien d'accord. Mais il y a des solutions. Mais il y a eu une époque où le fait d'avoir pas mal d'offres, la concurrence, ça pouvait être utile. C'est à l'époque où, et l'IFOP a été le dernier je crois, où il y a eu un passage entre la méthodologie par téléphone et en ligne. Parce que aujourd'hui on sait que, enfin, aujourd'hui tout simplement, c'était pas le cas avant, quand on pose des questions à des inactifs, notamment aux retraités, ils votent, ils surreprésentent le vote à l'extrême droite. Les retraités votent beaucoup à l'extrême droite. Ce qui a toujours été le cas. Par contre, à l'époque où il y a eu ce basculement entre les questionnaires par téléphone et en ligne comme c'est aujourd'hui, bah, les retraités, ils répondaient pas en ligne. Parce qu'ils avaient souvent pas internet, ou ils savaient pas comment faire. Donc on avait un sondage en ligne qui surreprésentait plutôt la gauche, qui était les premiers sur les outils du numérique, et un sondage par téléphone qui surreprésentait plutôt la droite, qui était très téléphone. Et souvent en plus on appelait des fixes, donc c'était terrible. Et du coup, c'était nul les deux, ils avaient tous les deux des biais, mais les biais s'annulaient. Donc si on faisait une synthèse des deux, on avait une population qui représentait plutôt la France. Aujourd'hui, vu que tous les sondages ont les mêmes biais, si tu fais une synthèse, c'est de la merde. Mais il y a eu une époque où ça a servi à quelque chose d'avoir des méthodologies différentes, des sondeurs différents, puis il y en avait moins aussi, donc c'était plus simple. Mais aujourd'hui, l'offre, ça fait n'importe quoi.
Mais je serais curieux de voir si on fait un sondage par téléphone, ça vaudrait rien aujourd'hui un sondage par téléphone. Qui répond à des numéros inconnus, quoi. Mais je serais curieux de voir quel biais on a. Il serait sûrement très différent. Et en même temps, on pourrait toucher des populations un peu différentes. Parce que on peut répondre à son téléphone au travail. On peut difficilement checker ses mails perso au travail. Ou aller sur le site de l'IFOP pour répondre à des questionnaires. Ça se fait moins. Les principales préoccupations des Français, top 5. On retourne Ipsos là. Ipsos qui s'est fait détrôner du coup. Je préfère Cluster 17 à Ipsos. Je pense. Ouais. Les principales préoccupations des Français. Ouais, en même temps, Ipsos me sort ça comme principale préoccupation des Français. On va te faire foutre. Pourquoi? Bon, après, il y a les mêmes biais que... Alors, on a déjà parlé de la distinction entre problématiques sociales et problématiques politiques. Problématiques politiques, c'est ce qui ressort dans les médias. Donc les trucs qui sont très fluctuants. Et on voit que c'est que des trucs très fluctuants. Donc ça sert à rien. Genre là, si le niveau de la dette et des déficits monte, c'est peut-être parce que sur le JT, ils en ont parlé ce mois-ci, vu que c'est un truc qui se fait tous les mois. Genre, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence de 5 points entre avril 2026 et mai 2026. La dette n'a pas explosé. Par contre, on a plus été exposé à ça, parce que les médias en ont plus parlé. Et la délinquance et l'immigration, les médias, ils aiment bien en parler aussi. Et la retraite, c'est toujours un peu un sujet. Par contre, le pouvoir d'achat, qui est une problématique sociale, est toujours en haut. Elle se fait jamais détrôner. Après, forcément, c'est des trucs qui préoccupent des gens. Parce qu'ils ont quand même répondu « Oui, ça me préoccupe ». Mais, c'est peut-être parce que la question a été posée d'une certaine manière. Et c'est pareil. En fait, je sais très bien, parce que, encore une fois, derrière chaque question, il y a une hypothèse. Parmi les enjeux suivants, quels sont les 3 qui vous préoccupent le plus à titre personnel? Je sais qu'ils ont mis à titre personnel pour éviter les biais d'essayer de trop globaliser, parce que les gens, ils peuvent essayer de se demander qu'est-ce que leurs voisins, enfin, quelles sont les préoccupations de leurs voisins, et du coup, mal interpréter des signes ou des trucs comme ça. Donc ils se sont dit, on va demander à titre personnel. Mais en fait, il y a d'autres biais quand on demande à titre personnel. C'est le meilleur moyen d'avoir le pouvoir d'achat en premier, forcément. Mais en même temps, tout le monde n'est pas forcément individualiste. Là, ils ont posé une question. Encore une fois, on pose pas des questions que les gens se sont jamais posées. Si les gens, ils sont pas individualistes, ils se sont jamais posé quelle est la problématique politique qui m'intéresse le plus à titre personnel. Sauf les gens individualistes, c'est-à-dire les gens de droite. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens individualistes à gauche, mais tous les gens de droite le sont. Puisque c'est une caractéristique de la droite. C'est pas moi qui le dis. Et donc cette question est plutôt droite-friendly. Probablement que si on avait retiré à titre personnel, les problématiques écologiques auraient monté un peu. Parce que c'est quand même un truc qui préoccupe beaucoup de gens, mais collectivement, pas individuellement. Mais restons à titre personnel, parce qu'on est de droite. Principale préoccupation des Français. D'ailleurs, si on n'était pas de droite, on dirait des Français ou des Françaises, hein, selon la proximité partisane. Est-ce que les sympathisants écologistes mettent la protection de l'environnement devant? Oui, ça va. Je suis rassuré. Mais quand même, les difficultés de pouvoir d'achat.
Et oui, les difficultés de pouvoir d'achat, c'est un truc... c'est vraiment constant et c'est un peu impressionnant. C'est-à-dire, peu importe l'époque, peu importe d'où les gens viennent, toujours, c'est dans le top 3. Constamment. Mais en même temps, fun fact, mais les enquêtes en sociologie, on essaye de déconstruire le pouvoir d'achat. D'ailleurs, là, ils le font. Hausse des prix, salaire, impôt. Impôt ? Quoi ? Impôt ? C'est pas une difficulté de pouvoir d'achat. Sauf si tu considères que l'impôt, c'est du vol. Ils ont mis impôt dedans ? J'aurais pas osé. Mais voilà, des fois, quand on pose la question du pouvoir d'achat, parce que, en fait, si c'est tout le temps devant, c'est parce que ça englobe toutes les parties de la vie dans une économie capitaliste. Pour des raisons évidentes, parce qu'il y a capitaliste dans le mot. Mais donc l'argent, quand on en a, bah ça va. Quand on en a pas, bah ça va pas. Et quand on en a un peu, bah on en veut plus. Donc tout le monde a la problématique de l'argent dans sa vie. Tout le monde n'a pas la problématique de la santé ou des retraites. Puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas de retraités. Il y a des gens qui n'utilisent pas le système de santé français. Donc en général, pour éviter d'avoir juste le pouvoir d'achat tout en haut comme à chaque fois, bah, des fois il y a des enquêtes qui déconstruisent un peu. Est-ce que vous trouvez que l'inflation est trop élevée ? Est-ce que votre salaire est satisfaisant ? Est-ce que l'impôt c'est du vol ? Mais ce serait peut-être trop compliqué pour ces pauvres instituts de sondage d'essayer de déconstruire la population française. C'est rigolo, moi je suis content qu'ils aient laissé les risques d'épidémie dans leur truc. Parce que aller poser la question aujourd'hui sur l'inquiétude des Français sur les risques d'épidémie, là on va voir à quel point c'est une problématique politique et pas sociale. C'est vraiment dépendant de l'actualité. Mais le hantavirus. La popularité du président de la République. Quel jugement portez-vous sur l'action d'Emmanuel Macron en tant que président de la République ? On peut s'amuser. Il est où ? Là. Alors sur Cluster 17, on avait une note de 2,2 sur 10 pour la question « Comment jugez-vous l'action du président de la République Emmanuel Macron ?» Alors que l'échantillon de Ipsos, à la question « Quel jugement portez-vous sur l'action d'Emmanuel Macron ?» donc équivalent, il a... Ah oui d'accord, 21% de favorables. 2,2 représente plus ou moins 21%. Ça fonctionne. Donc sur la thématique, sur le sujet d'Emmanuel Macron, l'échantillon de Cluster 17 et de Ipsos était plutôt d'accord. C'est ce qu'on appelle croiser les sources. Alors après, on croise les sources sur deux échantillons qui ont les mêmes biais. Donc ce n'est pas une bonne idée. En même temps, dans l'offre des sondeurs, on n'a pas d'échantillons sans ces biais-là. Donc on peut dire qu'il n'y en avait probablement pas d'autres. La surreprésentation de l'extrême droite étant un biais peut-être un peu grave quand même. Mais au moins, il n'y en avait pas d'autres. Popularité du président de la République selon la proximité partisane, on s'en fout. 59% favorable dans son parti, bon ok. La popularité des présidents de la 5ème République, c'est pour ça que j'aime bien Ipsos. Ils ont des... Ah, non j'aime pas en fait. J'aime bien parce qu'ils sont sur le long cours. Ils ont des sondages à grande échelle sur beaucoup de temps long. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime pas.
c'est que l'autre institut auquel je pense qu'il le fait aussi, c'est l'INSEE. Et en fait, l'INSEE, il y a des barres comme ça, en pointillés, pour dire qu'à un moment, ils ont remis en question leur questionnaire, parce que voilà, l'INSEE estime que entre 96 et 2026, parce que là c'est les exemples qu'ils nous donnent, bah, la société a évolué. Donc on ne peut plus poser les questions de la même manière. On introduit des nouvelles problématiques, ou alors on demande quel jugement vous portez à l'action des gens de manière différente. Et donc il y a des barres comme ça avec des ruptures dans la méthodologie, qui est signe du fait que l'institut se remette en question. Et ben moi, tout ce que je vois de cette courbe-là, c'est que Ipsos ne se remet pas en question. J'en conclus aussi autre chose. À chaque fin de mandat, il y a une grosse baisse de popularité. Et donc bien que la question ne s'adresse pas à des gens particulièrement politisés, mais repose sur les informations divulguées dans les médias. Bon après c'est comme ça que fonctionne notre élection présidentielle, donc c'est pas très gênant. Ça fonctionne de la popularité. Quel jugement portez-vous sur l'action de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre ? Oh, pareil. Buster avait posé la question aussi. On était à 3 sur 10. Et là, on est à 28%. Donc c'est aussi équivalent. Il y a 2 points de moins, mais ça va. Popularité du Premier ministre selon la proximité partisane, on s'en fout. Popularité des premiers ministres de la 5ème République. Wow. Il y a Betaram là. Ah, par contre, je ne crois pas à ce sondage. Que François Bayrou ait un jour été le Premier ministre le plus populaire de la 5ème République. Avec Manuel Valls. Non. Impossible. Et un problème. Bernard Cazeneuve a chié. Elisabeth Borne, là, il y a 49,3. Hop. Donc on se débarrasse des premiers ministres dès qu'ils sont plus populaires. Hein, ça, c'est réaliste. Qu'est-ce que c'est que cette phrase d'enfant ? Les membres du gouvernement considérés comme les meilleurs. Les meilleurs quoi ? Les meilleurs. Parmi les différents ministres du gouvernement, lesquels sont selon vous les 2 meilleurs ? Meilleurs quoi ? Les meilleures personnes ? Les meilleurs premiers ministres ? Les meilleurs pour gérer des crises ? Les plus beaux ? Ouais, les plus mieux, ouais. Non mais... Un bon prof aurait dit les 2 meilleures patates ou quoi ? Prof de maths quand tu mets pas les unités après le résultat. À tous. Mais j'ai fait un AVC sur cette question. Quels sont les 2 meilleurs ? À tout ? Quoi ? Total supérieur à 100% car 2 réponses possibles. Les meilleurs ? À tout ? À conjuguer leur vie de famille et leur vie de couple ? Et leur vie professionnelle ? Je sais pas. En tout cas, Gérald Darmanin, c'est vraiment le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question de merde ? Gérald Darmanin est super, largement devant Nunez, qui est bien, mais pas top. Aurore Berger est 13% bien. Et Jean-Noël Barrot est 12% le meilleur. Je comprends pas. Mais Jean-Didier Berger, je sais pas qui c'est. Est-ce qu'il a un lien de famille avec Aurore Berger ? Ministre Laurent Nunez, gouvernement Lecornu 2. C'est un ministre délégué. Oh la vache.
Ça lui rend pas... Je sais pas. Il a l'air neuneux. C'est le député... Droite républicaine... de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine. Et est-ce qu'il a un lien avec Aurore Berger? Non. Oh, il est pas obligé, hein. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que c'est le pire des meilleurs. Ce qui veut probablement dire que c'est le moins bien. Cette question est ridicule. Les membres du gouvernement considérés comme les meilleurs. Top 3. Non mais... Vous êtes Ipsos ou Topito, là? Top 3 des meilleurs membres du gouvernement. Je sais même pas quoi. La France Insoumise trouve que le meilleur c'est Papin. Les écologistes que c'est Darmanin. Laurent Nunez pour le PS. Darmanin pour... Je m'en fous. Bon, Darmanin est apprécié à droite, ça d'accord. Et je suis les écologistes. Mais vraiment, ça veut dire que ça sert à rien cette question. Mais elle m'a fait rire. Bravo. La satisfaction vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République. Pour chacune des personnalités politiques suivantes, direz-vous que s'il devenait présidente de la République en 2027, vous serez satisfaite ou mécontent? À tous. À tes souhaits? Pourquoi ils mettent à tous à chaque fois? Par contre, pour chacune des personnalités, donc strict féminin, si elle devenait président, si elle devenait président, pourquoi tous les instituts de sondage ont du mal avec l'écriture inclusive? C'est très bien l'écriture inclusive, mais là, c'est strictement féminin, personne. Et en plus, il y a elle ici. Vous seriez satisfaite ou mécontente, là d'accord. Vous avez vraiment qu'ils prennent un coup. Hein. Jordan Bardella, satisfait, mécontent. Ah, tout le monde... le tiers de la population française serait satisfait avec Bardella en président. Eh ben ça, dis donc. Je me demande si chaque année, il surreprésenterait pas un peu l'extrême droite quand même. Non, ça devrait aller. La satisfaction vis-à-vis de l'accession. Tout le monde déteste Bardella, sauf son camp, qui l'adore. Je suis bien d'accord. Mais du coup, son camp, il représente 33% de la population française. Il y a un petit problème, non? C'était quoi l'effectif des votants sympathisants RN? Comment il a pu atteindre le tiers alors qu'il représente 6%, 4% et 6% là? Un petit problème dans votre échantillon, je crois. Satisfaction vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République. François Ruffin, je m'en fous. Là, c'est les nuls. Les gens que les gens aiment pas. Laurent Wauquiez, voilà. Chais. La satisfaction. Nicolas Dupont-Aignan, tiens, il est soutenu que par le RN. Il en est où? Il y a quand même 14%. Hein. Satisfaction vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République. On s'en fout. Question économique, tiens. L'optimisme à propos de la situation économique. Nous, on a vu la dette, quand même, deuxième préoccupation. Hein. Ou première, je sais plus. Vous êtes optimiste ou pessimiste concernant la situation économique mondiale? Plutôt pessimiste. Situation économique du pays, largement pessimiste. Notre propre situation économique, plutôt pessimiste. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions après? Non. C'est juste que les sympathisants Renaissance Modem Horizon sont des bourgeois. Ils sont pas très pessimistes vis-à-vis de leurs propres conditions économiques.
Et que les gens les plus tristes sont les gens de l'extrême droite. Ils sont extrêmement pessimistes. Normalement, la gauche est pessimiste aussi. Une caractéristique. Perception du futur économique. D'après ce que vous en savez, mais va te faire foutre. D'après ce que vous en savez, la situation de ces différents éléments va-t-elle s'améliorer, se détériorer ou rester la même au cours des mois à venir? Mais tu veux qu'ils fassent comment, mis à part d'après ce qu'ils en savent? Évidemment qu'ils vont le faire d'après leurs connaissances personnelles. L'emploi. Ah, c'est des questions si floues. Ils ont demandé qui était le meilleur. Est-ce que t'aimes bien cette personne? Et est-ce que cette situation extrêmement large qu'est l'emploi va s'améliorer ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le niveau de chômage va baisser? Ou est-ce que la qualité de l'emploi va augmenter? La qualité de travail? L'accès à l'emploi? Le niveau de l'inflation s'améliorer. Donc baisser ou monter? Attends. L'inflation doit rester à 2% d'après les théories économiques. Pourquoi elle se détériorerait? L'inflation va monter? Non? Au niveau de la fiscalité. Ah, je suis pas assez de droite pour savoir ce que ça veut dire. C'est les impôts quoi. Le pouvoir d'achat. Ah, le pouvoir d'achat. Les gens sont pas contents, le pouvoir d'achat. Ça va se détériorer. Hein. Mais c'est à cause de Total en même temps. Je suis bien d'accord, moi. Au niveau de la dette publique, ça c'est grande préoccupation des Français. Ils sont très inquiets. Mais par contre, c'est complètement con. Non, nos réponses dans un questionnaire n'est jamais conne. Par contre, le niveau de la dette publique, les 10% qui ont dit va rester la même, c'est scientifiquement impossible. Hein. Elle ne fait que se creuser, il n'y a pas d'autre solution. Elle va éclater à un moment, ça c'est vrai. Le reste, ça peut stagner, je suis d'accord. Perception du futur économique. Un pourcentage va se détériorer. Les gens sont tristes. Et bah, le niveau de la dette va se détériorer forcément, il peut pas faire autrement. Mais le pouvoir d'achat, là, attention, tout va se détériorer. C'est triste la France. Perception, proximité partisane. On s'en fout. Élection présidentielle 2027. Quoi? La perception de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait un encart Jean-Luc Mélenchon? Salut? Dans vos résultats, il était pas particulièrement détesté ou quoi, hein? Il était même dans le top 10. Mais il était pas non plus top 1. Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est toujours le truc de... Non, c'est la tribune. Je sais toujours pas la proximité partisane de la tribune. Jean-Luc Mélenchon vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Mais Marine Tondelier l'a fait avant et vous avez rien fait sur elle. Direz-vous que Jean-Luc Mélenchon est un atout ou un handicap pour faire gagner la gauche en vue de l'élection présidentielle? Un atout ou un handicap? Y a rien entre les deux. Si, vraiment un atout, plutôt un handicap, vraiment un handicap. Ok, cette question se pose. Auprès des sympathisants de gauche. Bon, ça aurait été bien d'avoir les sympathisants de gauche sans LFI du coup, mais... Perception de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle 2027 sur la proximité partisane. Ah, c'est bon. Fait avoir à chaque fois. Parmi les éléments suivants, lesquels sont selon vous les principaux atouts de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles? En premier? En second? Total supérieur à 100%, car deux réponses possibles. C'est ChatGPT ce tiret, je reconnais.
Pourquoi là c'est pas entre parenthèses? Juste c'est entre parenthèses. J'aime pas quand c'est pas la même typo à chaque fois. Ensemble des Français, ses talents d'orateur. Ah oui, fou. L'ensemble des Français est plus impressionné par ses talents d'orateur que les gens de gauche. Donc, son expérience, bof. Sa volonté de vraiment changer les choses. Les gens n'y croient pas trop, sauf à gauche. Son équipe, ses convictions, sa vision claire. Pourquoi il y a autant de différence entre sa volonté de vraiment changer les choses et ses convictions sincères? Ah, parce qu'on peut avoir que 2 réponses possibles. Alors que les deux là, c'est la même chose. Hein. Ah, mais comme ça, ils ont divisé. C'est malhonnête. Ils ont divisé 2 choses qui sont la même chose. Mais vu qu'ils ont limité qu'à 2 réponses maximum, on dirait que les gens ne croient pas en sa volonté de vraiment changer les choses. Alors qu'en vrai, on peut additionner les deux. Hein. Il y a peu de chances que les gens aient répondu les deux, parce que c'est pareil. Ce qui ferait que c'est le deuxième. Sa vision claire. La perception des handicaps. Attention. Son agressivité. Propos qui créent la polémique. Conflit, oui. Ses difficultés à rassembler le reste de la gauche. Son âge. Bon. C'est égiste. Ça va pas. Son projet économique et son équipe. Son équipe, c'est le seul qui est à la fois son atout et son handicap. Perception des handicaps de machin, oui. Annexe. Méthodologie, on annexe, ah ouais. Aide de terrain à chier. Échantillon interrogé par internet via l'Access Panel Online d'Ipsos. Et on ne sait pas... Ah, catégorie d'agglomération cette fois. Et on ne sait pas si les gens ont été dédommagés ou non. Nos engagements, code professionnel. Et on a parlé de AFNOR certification. Mais ils ont plein de certifications. Questionnaire est rédigé en suivant un process de rédaction. On n'avait pas ça avant. Fiabilité des résultats, études auto-administrées en ligne. La fiabilité globale... Alors attends, je vais dire si je suis d'accord ou pas. La fiabilité globale d'une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d'erreur. C'est pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases d'étude. Bien. Échantillon. Structure et représentativité. C'est des concepts, c'est pas une méthodologie ça. Questionnaire. Le questionnaire est rédigé en suivant un process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Lesquels? Il est relu et validé par un niveau senior. Mais je m'en fous. Puis envoyé au client pour validation finale. Ah! Mais ça joue pas en leur faveur. C'est-à-dire que la dernière étape du questionnaire, le client a le droit de le changer. Donc ouais, chez Ipsos, c'est vraiment important de regarder le commanditaire, quoi. Donc quand Ipsos est commandé par le Figaro, c'est-à-dire que c'est en gros les questions du Figaro. Oui, on s'en doutait, mais là, ils le disent. La programmation ou script du questionnaire est testée par au moins 2 personnes. Incroyable, 2 personnes, pas une, mais bien 2 personnes. Puis validé. Vache. En sciences, c'est plutôt validé par ses pairs. Une vingtaine de personnes, quoi. Petit focus group. Et là, au moins 2 personnes. Bravo.
En comptant la personne qui l'a écrit, du coup. Lors du recueil, l'échantillonnage Ipsos impose des règles d'exploitation très strictes de ses bases de tirage afin de maximiser le caractère aléatoire de la sélection de l'échantillon. Bah, c'est aléatoire, mais c'est la méthode des quotas quand même. Oui, c'est ça. C'est le mec qui a fait le questionnaire et son stagiaire. Tirage aléatoire, taux de sollicitation. Taux de participation, abandon en cours, hors cible. Quoi? Règles d'exploitation très strictes de ces bases de tirage. Quel rapport entre ça et le caractère aléatoire de la sélection de l'échantillon? Le tirage aléatoire, j'imagine. Le taux de sollicitation, c'est pareil. Taux de participation, tu peux pas le décider. L'abandon en cours, qu'est-ce que t'en fais? Et hors cible, je sais pas ce que c'est. Ils ont mélangé deux trucs ou ils essayent de me perdre? Moi, on me perd pas, moi. Suivi du terrain. La collecte est suivie et contrôlée, j'espère, honnêtement. Pénétration. Du terrain, hein, évidemment. Durée d'interview. Mais c'est pas des interviews. Hors cible, c'est si un enfant répond. Mais je suis d'accord, en théorie, ce serait ça. Mais en fait, ils utilisent... Ils l'ont mis au-dessus, je crois. Je sais plus. Oui. L'Access Panel Online. Donc en fait, ils ont des profils de gens. Donc ils les excluent de base. Il n'est pas du bord politique. Bah normalement, ils devraient le faire dans le redressement. C'est-à-dire qu'ils ont plein de gens. Et après, le redressement, ça sert justement à écrémer un peu en retirant les gens qui nous intéressent pas. Mais c'est pas dans la phase d'échantillonnage normalement. C'est plutôt après. Ah, peut-être qu'ils ont une méthode magique pour le faire. Hein. Ça c'est possible. Mais oui, hors cible, c'est peut-être ça. C'est que dans leur panel, vu qu'ils ont des données sur les gens avant que les gens répondent, ils en excluent certaines. Ce qui fait que ça n'est pas un tirage aléatoire du coup. Donc ils pénètrent la collecte, le terrain. Durée d'interview, alors c'est toujours pas une interview. Hein. Une interview c'est toujours entrevue. Et auto-administré, ça implique qu'il n'y a pas d'entrevue. Mais bon. Durée de réponse du coup. Cohérence des réponses. Il vérifie la cohérence des réponses. Ouais. Alors je ne fais confiance qu'à des professionnels pour faire ça. J'espère qu'ils en ont. Parce qu'en théorie, c'est pas à toi de juger la cohérence des réponses des gens. Mais ça, je suis d'accord, c'est plutôt... est-ce que les gens... Parce que, surtout dans l'éventualité où il y a une petite rémunération à la fin, est-ce que les gens n'ont pas juste répondu en 10 secondes en choisissant toujours la réponse A? C'est bien de vérifier la cohérence. Suivi du comportement. Taux de participation, nombre de relances. Ok. Ça me paraît cohérent. En suivi du comportement du répondant, tu voles ses données quoi, mais ok. J'espère que tu ne les revends pas. Ah! En tout cas, voilà, suivi du terrain là. Collecte et suivi et contrôlé, pénétration, machin. Mais aussi, suivi du terrain. La collecte est suivie et contrôlée, pénétration, machin. Ils voulaient être sûrs qu'on ait compris qu'ils suivaient leur terrain, je pense. Peut-être qu'ils ont tellement rien à foutre qu'ils n'ont pas vu qu'ils l'ont mis 2 fois. C'est pas grave, en aval du recueil. C'est pas comme si c'était leur travail. Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d'analyse statistique.
j'espère, mais il précise, intervalle de confiance versus taille d'échantillon. Tu es légalement obligé de le faire, mais oui. Test de significativité. Lesquels? Parce que là, je serais curieux, vu l'état des questions qu'ils ont posées. Nous, on le fait en socio avec des études d'impact. C'est-à-dire qu'on... Là, c'est on teste si la question signifie quelque chose pour la personne qui va répondre. Chose délicate. Normalement, on le fait avant, d'ailleurs. Les premiers résultats sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. Oui. La cohérence des résultats est aussi contrôlée. Mais elle est déjà contrôlée là et là, du coup. Notamment des résultats observés versus les sources de comparaison en notre possession. Alors après, vraiment, t'es un peu obligé aussi, hein. Faut que tu sois représentatif légalement. Donc il faut que tu... faut que tu compares les résultats observés contre les sources en comparaison. Donc le recensement et les votes à la présidentielle. En tout cas, ils font les choses qu'ils sont légalement obligés de faire, et ça fait plaisir. Dans le cas d'une pondération de l'échantillon, la méthode de calage sur les marges, celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement d'épée, et validée par les équipes d'études. Je sais pas, d'accord, mais je n'ai pas conscience de ce qu'est ton équipe de traitement d'épée et ton équipe d'études. Je me suis dit qu'ils allaient être transparents sur... Parce que la pondération d'échantillons, c'est le redressement. Et en tout cas, ils font une méthode de calage sur marge. Donc, ils mettent des marges et retirent les trucs qu'ils ont en trop. Mais on savait déjà qu'ils faisaient ça. Feuille de calcul. Intervalle de confiance 95%. Pourquoi? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, non? Ils l'ont pas mis tout en haut, ils l'ont remis en annexe. Échantillon pondéré. Donc pas redressé. Ils ont pondéré. Critères de pondération, sexe, âge, profession. Ils ont vraiment la flemme, hein. Pour moi, t'as pas le droit de faire ça si t'as un panel. C'est-à-dire qu'il leur manquait certaines catégories de population alors que ils avaient déjà les données sur ces populations-là avant. Oui, bon. En tout cas, ils sont obligés d'être représentatifs d'après la loi. L'activité conduite aux coordonnées par les équipes Ipsos en France. Design, machin. Ouais, bah voilà, si on veut postuler, on sait tout ce qu'ils font. Donc, je m'en fous. Game changer. Ah ouais. Dans un monde qui évolue rapidement, s'appuyer sur les données fiables pour prendre les bonnes décisions n'a jamais été aussi important. Chez Ipsos, nous sommes convaincus que nos clients cherchent plus qu'un simple fournisseur de données. Les fournisseurs de données, c'est pas la même chose. Ils ont besoin d'un véritable partenaire qui leur procure des informations précises et pertinentes et les transforme en connaissances pour leur permettre de passer l'action. Ah ouais, ils transforment les informations en connaissances. Voilà pourquoi nos experts, curieux et passionnés, délivrent les mesures les plus exactes pour en extraire l'information qui permettra d'avoir une vraie compréhension de la société avec un grand S, des marchés avec un grand M et des individus avec un grand I. Nous mêlons notre savoir-faire au meilleur des sciences. Oh! Ça me fait plaisir. J'imagine qu'ils entendent sociologie du coup? Meilleur des sciences? Probablement pas. Ils entendent communication. Et la technologie, et appliquons nos 4 principes de sécurité, simplicité, rapidité et substance. Merde. Ils auraient pu avoir sécurité, simplicité, substance.
Et souplesse. Ça fait que des S. Oula. Ouais, les S, c'est pas les meilleures lettres à répéter. Ça fait le SSSS. Pour permettre à nos clients d'agir avec plus de rapidité, d'ingéniosité et d'audace. D'audace. La clé du succès se résume par une vérité simple. You act better when you are sure. For sure. J'aime trop la communication. C'est toujours un peu ridicule. Tu n'as pas à avoir cette prétention-là. Juste à l'expertise, normalement, de lire la société française. C'est déjà impressionnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elab. Vas-y, Elab, ça va vite. On sait que c'est nul. Genre baromètre politique. Mais Elab, comme on a vu, dirigé par des anciens de CSA. Enfin, par un ancien de CSA. Enfin, par l'ancien de CSA qui a ruiné CSA et qui en a fait de la merde. De pire en pire. Ah, et encore, faites-vous confiance ou pas confiance? Ah, c'est pas la même question. Là, ils jugent pas les actions. Je veux les résultats, moi. Méthode. Pourquoi ils disent pas la date où ils ont interrogé? Publie. Publie. C'est la notice la plus brute que j'ai jamais vue. Il n'y a même pas la question qu'ils ont posée au-dessus, quoi. Et là, il me saoule. C'est des merdes et ils font pas d'efforts pour arrêter de l'être. J'ai pas envie de parler d'eux. Cluster 17, on en a parlé. Et on va finir avec YouGov. Hein. YouGov, on l'a pas vu. Je sais même pas qui c'est. YouGov. Étude de marché. Ah. Est-ce que YouGov est fiable? YouGov est l'un des panels les mieux notés de sa catégorie sur Trustpilot. Super. En même temps, il est noté par ses clients, quoi. Ah, je veux savoir. Il est dirigé par qui? Ah! Royaume-Uni. Ok, pas États-Unis déjà. Fondateur Stephen Shakespeare. Président Stephen Shakespeare depuis 2023. Ah, président et fondateur. Donc ça existe depuis 2023? Non. Je comprends pas. C'est le fondateur qui a repris la présidence depuis 2023, c'est tout. Qui est Stephen Shakespeare par contre? Hormis un mec qui a un nom très charismatique. Nekukowski. Ah. Compagnie YouGov. 2012, directeur. Il a travaillé au gouvernement. Ok, un mec du gouvernement anglais, j'ai plutôt confiance. Enfin non. Non, c'est juste que les Anglais ont la même tradition que les Français des sondages. Par contre, je vois pas de diplôme qu'il a. Il a travaillé dans des postes à responsabilité, hein, c'est super, mais est-ce qu'il a des compétences? Ouais, parti conservateur en plus. Ok.
Et bah, c'est super, il a travaillé au gouvernement. J'ai moins confiance que le directeur de... Et Cluster 17, qui était un professeur de sciences politiques. C'est quand même mieux. Information générale sur le sondage. Je sais même pas si du coup... Bah si, puisqu'ils ont déposé une notice à la commission. C'est-à-dire, je sais pas s'ils sont dépendants de la loi française même. Mais bien sûr que si. Échantillon 1023 personnes. Le minimum, 18 plus, évidemment. Méthodologie. Le sondage a été effectué en ligne sur le panel. Ok. Les sont pondérés. Notre représentatif des adultes français. Ah. Juste des adultes français. Pas des adultes français inscrits sur la liste électorale. Donc ça va pas vraiment représenter les votants, quoi. Peut-être sur le genre, l'âge, la région, la CSP, et pareil, pas les catégories d'agglomération. Ah, bienvenue YouGov, mais au moins, le terrain était une semaine. Et ça me fait plaisir. La somme des pourcentages n'est pas égale à 100%, cause des arrondis. Marge d'erreur. Ah, ils ont la vraie lecture de tableau. Dans les échantillons de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d'erreur est égale à 1,9. Pas 1,9% comme disait l'autre. C'était Ipsos, je crois, l'autre. Questionnaire. À tous, politiquement, vous situez-vous? Indépendamment des élections, de quel parti vous sentez-vous le plus proche? Ok. Opinion favorable ou défavorable? Et c'est bien équilibré. Quel jugement portez-vous sur l'action d'Emmanuel Macron comme président de la République? Pourquoi tout le monde pose cette question sur l'action d'Emmanuel Macron comme président de la République? Mais du coup, j'ai envie de comparer avec les autres. Résultat. C'est très scientifique comme résultat. Personne ne laisse le n égal. N étant égal au nombre de répondants. Ils n'ont pas de non-réponse. Bravo à eux. C'est où le truc de l'action d'Emmanuel Macron? Voilà. Quel jugement portez-vous? Favorable net. C'est toujours les mêmes résultats, c'est chiant. Bon, les gens sont pas favorables à Emmanuel Macron. Là, c'est le 5e sondage qu'on voit. On peut en déduire ça, au moins. Même s'ils sont tous biaisés, là, quand même, ça fait beaucoup. Sur l'action du gouvernement. Ah, il pose pas la question. Si. Sur l'action de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. 24. Oh, il a perdu 6 points dans ce sondage. Hein. Il était à 30 tout à l'heure. Quel jugement portez-vous sur l'action du gouvernement? C'est nouveau. Une bonne ou une mauvaise gestion de l'économie? Oh! Il demande pas si le gouvernement, il est génial. Est-ce que le gouvernement est meilleur ou pas? Ah, c'est la question de l'économie. 12% bonne. Ça me fait plaisir de voir un redressement qui est pas absurde. Il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est comme ça que devrait être un redressement. Ne servir à rien. En politique, quel est votre principal sujet de préoccupation?
Pourquoi la dette, elle est toujours là? Le pouvoir d'achat d'abord, évidemment. La dette. Ah, parce que c'était une réponse. Ouais, mais ça marche pas trop de faire ça. Non, mais évidemment, la dette, c'est d'accord, mais... Ce qui est étonnant, c'est que il y avait une réponse. Tu pouvais choisir qu'une seule réponse. Donc il y a 15% de gens pour qui vraiment la dette, c'est ma préoccupation principale. Ce qui paraît très étonnant quand même. Alors quand tu te lèves le matin, c'est à ça que tu penses en premier? La dette de la France. Avec une question comme ça, normalement le pouvoir d'achat il monte à genre 40 et le reste est largement sous-représenté. Parce que t'as pas qu'un seul sujet de préoccupation évidemment. Quand décrirez-vous l'état de l'économie française en ce moment? À chier. On est bien d'accord. Quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes? Le gouvernement protège les intérêts des personnes comme moi. Pourquoi poser cette question? Le gouvernement est composé de personnes compétentes, ça d'accord? Bon, compétentes en quoi, voilà, mais... Ok. La société que prône le gouvernement est globalement celle dans laquelle je souhaite vivre? Non. 3/4 non. Le gouvernement est prêt à prendre des décisions impopulaires si elles sont bonnes pour le pays? 30%. Ok. Pourquoi la première question là? Enfin... Le gouvernement protège les intérêts des personnes comme moi. Pourquoi faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne qui va répondre, mais du coup ça en fait une très mauvaise question. Il faut que tout le monde réponde à la même question. Parce que là en mettant comme moi, ça veut dire que... Bah si t'es LGBT déjà, ça va pas être la même question que si t'es un vieux retraité en couple depuis 40 ans qui a construit ta maison quoi. Enfin, tu peux être un vieux retraité. Non, tu peux pas être marié depuis 40 ans en étant LGBT. Ça fonctionne. Résultat. Gouvernement à limite claire. 24% s'adresse à toute la population, pas seulement à ses électeurs. 25%. Le gouvernement a des bonnes raisons, de bonnes intentions. Ouais. Le gouvernement a de bonnes intentions, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses positions. Un quart des gens est d'accord. Le gouvernement va de l'avant et propose des mesures modernes. 15%. Donc, je viens de voir la barre à droite, on va pas tout faire. Hein. Sur le reste, c'est des questions que personne d'autre n'a posées. Donc c'est super, mais comme à chaque fois, bah il y a aussi des biais. Et vu qu'on peut le croiser avec rien, bah c'est super. Et de toute façon, tous les sondages qu'on a vus aujourd'hui sont dans la section mai 2026 de la commission des sondages sur leur site à eux. Quand on accède aux notices que chaque citoyen peut consulter. Mais moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'est déjà 2 heures quand même. Bon, comment conclure sur les baromètres politiques? Et bah, ce serait bien qu'il y ait des gens compétents qui en fassent. Je suis dur quand même. Mais c'est pas ça, c'est que je doute pas qu'ils soient compétents. Juste, ils se sont trop habitués à la norme. Et la norme, c'est super, c'est confortable, c'est facile, mais c'est pas bien. Voilà. Il y a plein de problèmes, et vu que tout le monde applique la même méthode, et ben il y a plein de problèmes chez tout le monde. Et ça fait chier. Ça, on réfléchit plus. C'est plus simple. Je suis bien d'accord.
Après, les gens sont payés pour faire des sondages, quoi. Peut-être se décarcasser un petit peu. Faire des efforts aussi. En fait, c'est facile de comprendre pourquoi ils tombent dans la simplicité. Hein. Ils sont pas payés pour améliorer leur sondage. Donc il y a des gens qui les payent, ils s'en foutent. Voilà, ils peuvent être payés à copier-coller, je suis bien d'accord. En plus, maintenant, tout est tellement automatisé. Parce que il y a même plus de... Enfin, oui, bon, ça fait vieux boomer, mais il y a plus de gens depuis 20 ans hein, qui font passer le questionnaire. Donc en fait, ils sont juste payés à créer le questionnaire. Sauf que ils le font pas. Parce que pour de bonnes raisons. Hein. Ils reprennent ceux qu'ils ont envoyés le mois dernier. Et juste, l'algorithme l'envoie à leur panel et c'est bon. C'est vrai que c'est un peu le meilleur business. Tu t'en fous. Tu te remets pas en question. Tu copie-colles le questionnaire que t'as envoyé le mois dernier. À peu près le même échantillon. Après, t'appliques l'algorithme pour le redressement, là, comme ça la commission est contente et il te laisse passer. Et voilà. C'est pour ça, en fait, que Ipsos, il disait qu'il y avait une vérification par au moins 2 personnes. Parce qu'il y a vraiment 2 personnes par sondage, je pense. Il n'y a pas besoin de plus. Musique banger, là. Ouf! Bah, ce sera la musique de l'outro, voilà. Je m'en vais. A plus. Je ferai peut-être un stream demain soir, je sais pas. Sur Oblivion. Ah merde, au revoir YouTube déjà.